Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur les antennes de Mukuba Télévision pour décrypter l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Vous le savez, Politico le fait sans filtre. Nous avons pendant très longtemps attendu d'avoir le son de cloche de la province autour des sujets d'actualité qui concernent la province du Lualaba. Aujourd'hui, ça va être chose faite après autant de critiques qu'on a entendues ici et là, surtout venant de certains communicateurs au niveau de la capitale sur la gestion de la province du Lualaba, notamment la gouverneure qui est accusée d'employer sa famille dans toutes les institutions de la province, la mégestion au niveau de péage, l'inauguration de la cathédrale de Kolwezi qui fait aussi polémique. On en parle en détail ce soir. On reviendra aussi au niveau national avec la célébration du 20e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Mon invité ce soir, c'est M. Marcel Okito. Il est l'attaché de presse de Madame la gouverneure du Lualaba. M. Marcel, bonne arrivée. Merci, M. Alain. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je suis heureux de me présenter aujourd'hui pour parler de ce qui concerne notre nation, mais également notre province. Notre province. La province du Lualaba, qui est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Quel bilan faites-vous de la gestion de la province de Mme Fifi Masuka? Largement positif. Largement positif. Oui, je l'ai dit, largement positif par rapport à ce que je connais comme Kolwezi avant, district urbano-rural, Kolwezi après, province démembrée de l'espace Grand Katanga, ou Lualaba maintenant, comme toute la province. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des infrastructures qui répondent aux normes, qui répondent à l'appellation province pilote dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous sommes modèle. Lualaba, aujourd'hui, destination mondiale de beaucoup de gens qui viennent de partout. Ils préfèrent venir au Lualaba pour venir soit investir, soit venir faire le tourisme, soit encore venir découvrir ce que le management ou bien le leadership féminin est en train d'imprimer pour le développement de cette contrée de la République. Comment vous faites votre bilan? Je n'ai pas compris la technique. Vous dites largement positif et vous citez des infrastructures aux normes, la visite que nous recevons, que la province reçoit de la part des investisseurs de partout à travers le monde. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous devriez établir le bilan et dire qu'il est largement positif? Parce que nous connaissons, pour bien faire le bilan, il faut comparer d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Ce n'est pas très exact. Pour faire un bon bilan, moi je vais vous proposer une méthode, j'espère que vous allez être d'accord avec moi. On va plutôt partir de ce qui était prévu par l'administration de Mme Fifi Masuka, ce qu'elle a réalisé. Parce que comparer quelqu'un à ses prédécesseurs, ce ne serait pas juste. En tout cas, Parce que, attendez, je vais vous laisser parler. Parce que Mme Fifi a été élue sur base d'un programme. Très bien. Un programme qu'elle a défendu devant les représentants du peuple, validé avec un budget. Si elle a reçu ce budget, c'est qu'elle a réalisé ce qu'elle avait promis aux élus, donc au peuple. S'il faut établir un bilan, c'est en fonction de ses propres promesses, de son propre programme. Je repose encore ma question. Vis-à-vis de son programme, est-ce que vous maintenez que son bilan à la tête de la province est toujours largement positif? Le bilan est toujours positif. Votre méthode, elle n'est pas mauvaise. D'accord. Elle n'est pas mauvaise. Je suis d'accord avec cette méthode, mais cependant, je voudrais vous faire voir que quand je vous ai répondu pour la première fois à votre question, je n'ai pas évalué Kolwezi par rapport seulement à Mme Fifi Masuka Saïni. Okay. J'ai évalué les Lualaba sur toute la période depuis que nous sommes devenus une province. Ouais. Mais également, je vous ai rappelé ici que je considère aussi Lualaba quand on nous appelait district urbano-rural. Quand je compare tout ça, aujourd'hui, je me dis que nous sommes en train d'évoluer, nous avons beaucoup évolué. Aujourd'hui, les Lualaba est sur tous les écrans du monde. Vous nous éparpillez encore. Maintenant, si vous répondez maintenant à la question, si on se concentre sur la gestion de Mme Maintenant, on Fifi, se concentre sur la gestion de là où elle a trouvé la province, c'est qu'elle a constaté
ce qu'elle a eu comme programme, budget, est-ce qu'elle a un bilan positif? Très bien, très belle question. Nous vous confirmons encore que nous avons un bilan positif. Pourquoi je l'ai dit? Il y a beaucoup de choses qu'on avait promis de faire qui ont été faites ou qui sont en cours de faisabilité. C'est-à-dire on est en train de travailler dessus. Ok. Notamment les travaux, beaucoup de travaux qui ont été entamés n'ont pas été abandonnés. Certes, nous avons eu une année difficile qui est l'année 2025. Depuis le mois de février, les trafics de minerais étaient, spécialement le cobalt, étaient interdits sur toute l'étendue de la République, ce qui fait que nous n'avions pas pu atteindre le budget, parce que vous avez évoqué aussi le budget dans votre question. Nous n'avons pas pu atteindre le budget. Vous avez même vu que le budget a été revu à la baisse. Ouais. Il y a eu une rectification du budget à la baisse, ce qui a fait que certains chantiers ont commencé à ralentir un peu, où les autres ont été totalement arrêtés. Mais au moment où je suis en train de vous parler, on a repris beaucoup de chantiers. C'est notamment le cas de l'avenue sur laquelle nous sommes présentement avec Boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba. Oui. Vous allez voir que les travaux ont repris et d'ailleurs, on promet déjà d'en finir d'ici le mois d'avril. La circulation sera ouverte. Et donc d'ici 2 mois, le boulevard sera totalement ouvert à la circulation. Au trafic. Okay. Voilà. Donc c'est quelque chose de très positif. Au niveau de l'aéroport international à devenir de Kolwezi, vous allez remarquer qu'il y a d'autres chantiers qui ont été ouverts dans cet espace aéroportuaire. Au-delà de l'échangeur, au-delà de ce qui a été construit comme infrastructure, on a ajouté d'autres infrastructures qui n'étaient pas là. C'est notamment les pavillons présidentiels, les parkings. Aujourd'hui, nous avons les parkings les plus grands du pays, le parking aéroportuaire le plus grand du pays, avec 540 véhicules qui peuvent... J'ai une petite difficulté avec votre méthode de la présentation de réalisation de Madame la gouverneure. Ce n'est pas mauvais. Ce qui est fait est fait. Mais pour évaluer, si vous permettez encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour évaluer la gestion dans la bonne gouvernance, il faut partir de ce qui était prévu et ce qui est fait. L'aéroport, oui, mais l'aéroport a été inauguré avant 2025. Non, ce n'est pas l'aéroport qui a été inauguré. L'aérogare a été inauguré avant 2025. Voilà. Donc, si on part par exemple du premier budget du premier quinquennat de Madame Fifi, parce que le précédent, elle faisait l'intérim de Monsieur Mouyej, on va éviter de rentrer dedans, sauf si vous le voulez. On va se concentrer sur sa gestion propre en tant que gouverneur full. 2025, par exemple, il y a eu une difficulté économique. On a rectifié le budget au niveau de l'Assemblée provinciale. Et il a été rectifié, revu à la baisse à la hauteur de 19%. 19%. On va arrondir à 20%. 20% de 1 milliard, parce que 2025, le budget total était de 1 milliard. Donc, la province a pu mobiliser 80% de 1 milliard, soit environ 800 millions de dollars. Donc, ça c'est conclure activement. Non, mais je veux c'est-à-dire on a revu à la baisse, mais est-ce qu'on a réalisé les 100% de ce budget? Parce que ce n'est qu'une prévision. Non, mais vous allez vous expliquer. Le budget 2025 était de 1 milliard. En novembre dernier, donc 2025, Madame Fifi est allée à l'Assemblée provinciale pour dire on n'a pas pu réaliser la totalité du budget et on rectifie le budget. On a rectifié en revoyant à la baisse de 20%. Vous allez me dire si on n'a pas finalement réalisé les 80% comme prévu. Donc, moi, j'ai fait le calcul simple. 80% des 1 milliard, c'est environ 800 millions. 800 millions, on a fait quoi exactement avec courant de l'année 2025? Moi, je vais vous citer quelque chose, quelques chantiers qui étaient annoncés pour 2025 et vous me direz si ça fait partie des 20% d'argent qui manquait ou des 80% d'argent qu'on avait mobilisé. Il y a notamment beaucoup de routes qui étaient censées être réalisées, notamment au niveau de Kamassar. 5 km environ de routes qui devaient être réalisées. Est-ce que c'est fait?
Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Pour quelle raison? Voilà. Au fait, peut-être parce que vous allez directement sur ce qui n'a pas été fait. Mais je vais maintenant vous donner les détails. Au fait, il faut noter ici qu'il y a des projets qui étaient considérés comme les projets phares. Oui. Les projets phares ont été maintenus parce que quand vous faites un budget, ce sont des prévisions, n'est-ce pas? Oui. Arrivé en cours, vous rencontrez une difficulté, vous devez vous accrocher à ce qui est phare. Oui. C'est-à-dire ce qui vous avez estimé que ça, on avait déjà entamé, ça devait se faire et que les autres parties pouvaient être ramenées au premier trimestre de l'année prochaine ou au deuxième, selon que les priorités vont encore peser. Exactement. Et donc, à ce niveau-là, je ne voudrais pas ici léser nos amis de Kamassar pour dire qu'ils n'ont pas été prioritaires. Mais sinon, le budget qui était prévu pour qu'on travaille pour eux pour 2025 n'a pas été réalisé parce qu'ils savent bien que nous avons rencontré des difficultés financières. Et étant portés dans les cœurs de l'autorité provinciale, étant aussi prioritaires, ils seront servis dès que possible. Ça veut dire donc, quoi? Attendez. C'est ça la difficulté que nous allons avoir avec vous apparemment. J'ai commencé par vous poser la question si vous dites que le bilan de Mme Fifi est positif. Vous m'avez dit il est largement positif. Il ne peut pas être évalué. M. Alain, vous ne me laissez pas terminer. Vous avez déjà posé la question. Allez-y, je vous laisse terminer. Pour que nous ne puissions pas répéter la même question autant de fois, parce que nous devons évaluer le temps aussi qui vous est imparti. Je ne sais pas, il est de combien. Okay. Mais je voudrais vous rassurer que les projets qui ont été mis en veille seront réactivés parce que la mobilisation des recettes que nous sommes en train de faire en province en ce moment, nous avons déjà, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est plus que par rapport à tous ces temps que nous avons dépassés. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons quand même un management qui paye au niveau de la mobilisation des recettes et qui fait que nous avons des projets plus grands qu'on en avait avant. Ça signifie qu'on va mobiliser des moyens pour que nous puissions servir nos amis de ces quartiers-là, parce qu'il ne faut pas seulement... Ce quartier, c'est juste un exemple. Hein. J'en ai plusieurs. On en a plusieurs. De projets qui étaient prévus et qui n'ont pas vu le jour. En fait, ici, je ne voudrais pas nous éparpiller. C'est pour ça que j'ai pris l'année 2025 simplement, parce que c'est une année qui est déjà clôturée. C'est l'année, d'ailleurs, la plus difficile. Oui, mais qui est clôturée. Mais vous savez... Madame Fifi gère la province pour la population. Donc il faut que la population puisse comprendre ce qui s'est passé. S'il y a des difficultés, il faut qu'on comprenne quelles difficultés, à quel niveau. Et le peu de réalisations, plutôt les peu de ressources qu'on a eu à récolter, à quoi ça a servi? C'est ce que j'étais en train de vous citer ici. Oui. C'est à quoi ça a servi? Ça a servi à quoi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a... D'abord, on a mobilisé à quelle hauteur? Parce que l'année 2025... du point de vue budgétaire, est déjà clôturé parce que là, on est déjà dans le budget 2026 qui a été approuvé. En fait, nous allons nous perdre des sujets parce que nous avions prévu de parler avec vous sur le bilan. Oui, exactement. Okay. Nous prenons une année par rapport au bilan. Ouais. Cette année-là, c'est une année qui a connu des difficultés. Okay. Le budget a été réalisé à telle hauteur. Vous avez compris d'abord qu'on a réduit de 20%. De 20% ce budget-là. Ouais. Et l'argent qui a été mobilisé a été affecté pour des travaux, pour le paiement des agents, pour ceci, pour cela. Tout le monde connaît. Donc on ne saura pas passer ça en revue dans les minutes que vous me donnez ici, parce que chaque fois que je serai en train de vous parler, vous me citerez quelque part là où on n'a pas fait. Non. Pendant que vous ne citez pas là où on a fait. Je m'attendais à ce que vous donné un exemple de ce qu'on a fait qui était prévu dans le budget. D'accord. Vous avez donné un exemple de ce qui n'a pas été fait. Moi, j'ai cité ce qui n'a pas été fait. Vous dites voilà, ce qui a été fait en train de citer, avec les 800 millions de 2025. Voilà. Ce qui a été fait, c'est que c'est beaucoup. Je vous dis d'abord ici qu'on a construit en 2025 un parking de 540 véhicules. Où ça? À l'aéroport. Oui, le coût total de ce parking? Non, je n'ai pas ça en tête. Si vous me donnez l'état prochainement, je viendrai Moi, vous répondre. Moi, je peux vous donner ce coût. Bon, c'est peut-être parce que c'est tout à fait normal. Peut-être que vous avez, vous, les chiffres, ce n'est pas mal. Non, j'ai les chiffres parce qu'ils sont dans le budget. Oui, voilà. Ils sont dans le budget. Si vous allez dans le budget, même ce que je suis en train de citer ici, c'est dans le budget. Je ne saurais pas peut-être répéter ça comme ça à la bouche. Mais je rappelle ici que je suis en train de citer ce qui a été fait. Le parking de 500 places. Le parking de 540 véhicules a été fait, totalement terminé en ce moment ici, il n'attend que de recevoir. Il y a l'aéroport, on appelle ça, on a construit à l'aéroport les aérogares fret. Ok. On en a construit 2.
Et au moment où je suis en train de vous parler, c'est en train de finir. C'est quoi les aérogares, Fred? Ce sont les dépôts où on vient déposer les marchandises, tout ce qu'on peut amener par les gros porteurs qui vont commencer à descendre. Ça sera là-bas. La piste elle-même, parce que nous avions des difficultés par rapport pour recevoir des gros porteurs, il fallait que la piste soit élargie. On a élargi la piste et là, on est arrivé à 400 mètres. Donc, on est arrivé pratiquement à la fin. Il nous reste maintenant les 400 mètres là qu'on devrait ajouter pour l'espace lumineux, pour montrer les chemins verts pour les avions quand ils viennent. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Les écoles et les bâtiments qui étaient déjà construits ici en province, qui n'avaient pas encore été dotés, équipés. On en a équipé plusieurs. Je ne saurais pas citer ça ici. Je vous Donc, dis. on a équipé des écoles. En cours de l'année 2025, est-ce qu'on a construit de nouvelles écoles? On a fini avec beaucoup d'écoles, notamment parce que moi je revenais des Kangiri. Nous sommes là à Lubudi. J'ai vu l'école finir en 2025 et on a doté au mois de novembre ici, on a fini totalement et ça n'attend que l'inauguration. Ça, je ne cite que comme un exemple. À Kassaj, même j'ai vu la même chose dans le territoire de Dilolo. J'ai vu à Sandoa, on était en train de construire, on est en train de terminer pratiquement au moment où je suis en train de vous parler. Je pense que là, quand on cite comme ça, au cours de l'année 2025, on a commencé à construire la clinique moderne pour le territoire de Muchacha. Nous sommes sur la route Kamoa et cette clinique d'une capacité de 120 lits. Et au moment où je suis en train de vous parler, on est vraiment dans la dernière phase, c'est-à-dire les travaux de finition qu'on est en train de faire. L'école Mwanga, même qui est à côté de cette clinique, mais également on est en train de construire pour le moment l'internat pour les filles. Donc, ce sont lesquels que je peux citer comme ça en passant, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Donc, de ce côté-là, je disais qu'en 2025, l'argent qu'on a mobilisé, on a affecté ça dans les chantiers comme tous les jours. Ici, sur la ville, vous pouvez constater avec moi qu'on n'avait pas de drains comme on en a aujourd'hui. On est en train de construire partout, sur toutes les avenues presque, qui ont reçu les couches de goudron. On est en train actuellement en train de mettre les drains. Et il y a aussi les travaux par rapport aux passerelles de route sur la nationale numéro 39, les tronçons Mwangeji, je crois, aéroport. On est en train d'aménager de part et d'autre. Ce sont des travaux qui sont en train d'être faits. Et dans les territoires, parce que je n'aurai pas peut-être le temps de vous parler de chaque chose qu'on est en train de poser comme acte dans les territoires. Donc les travaux sont vraiment nombreux. Du côté de l'administration publique aussi, les travaux en rapport avec la construction des nouveaux bâtiments du gouvernorat, c'est déjà fini, totalement équipé et aujourd'hui c'est même occupé. Est-ce que je pourrais vous laisser parler jusqu'à demain et je constate que vous avez beaucoup de choses à lister. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette manière de faire ne nous permet pas d'évaluer convenablement la gestion de la province? Je vais aimer que prochainement nous puissions venir parler sur des détails. Quoi a coûté combien? Peut-être que c'est ça que vous aimerez. Ce n'est même pas ça. Okay. Même pas ça. Évidemment, prochainement, on peut faire cet exercice-là. Cet exercice, vraiment faire le bilan sur l'année 2025. Voilà. Je vais vous citer le discours programme quinquennal de Mme Fifi Masuka fait en août 2024. Et là, dans son discours programme, plan quinquennal, 5 piliers. Et parmi les 5 piliers, il y a notamment le renforcement de la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance, c'est notamment les questions que je suis en train de vous poser ici. Ça veut dire que nous, la population, on doit être au courant de ce qu'on a fait avec notre argent. Donc ici, c'est bien beau tout ce que vous nous citez là-bas, mais si ce n'est pas chiffré, on ne sait pas évaluer à quelle hauteur on a utilisé notre argent. En 2025, Madame la gouverneure, devant les députés, a convenu qu'elle a réalisé au moins 80% de ce qui était prévu comme budget 2025. 800 millions de dollars. Les quelques réalisations que vous citez, est-ce que c'est à la hauteur de 800 millions de dollars? La question reste ouverte. On ne va pas beaucoup y traîner parce que, sauf si vous avez un commentaire à ajouter, sinon je voudrais bien qu'on passe à autre chose. Les commentaires à ajouter, c'est celui-ci, M. Alain.
L'émission a été préparée. Ok. Le sujet a été communiqué avant. Il n'a pas été communiqué sur les chiffres. Si vous m'aviez demandé de vous apporter les chiffres par rapport à ce qu'on a fait, je vous aurais amené ça parce que tout ça, c'est dans le budget. Autant pour moi. Très Je bien. pensais que quand on parlait bilan, nécessairement, ça concernait les chiffres. Ah. Mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer de zapper cette partie. Parce que cette partie, quand vous regardez, même là, sur votre sujet annoncé, je n'ai pas vu qu'on a écrit le bilan. Le bilan, vous l'avez évoqué aussi, l'émission en cours. Ben oui, on parle de la gestion de la De la province. gestion, de la C'est bien gestion de la écrit, province. gestion de la province décriée, où se cache la vérité. Je crois bien qu'on est bien dans le sujet. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On peut vous concéder cela parce que les chiffres, il faut les retenir. Il faudrait bien que vous ayez eu le temps Très de les bien. préparer. C'est logique, on ne va pas vous en tenir rigueur. Revenons maintenant à ce qui fait polémique sur la gestion de la province. On dit de Madame la gouverneure qu'elle place que ses proches membres de la famille dans les différentes et les principales institutions de la République. On va commencer avec Sopel, qui est la société provinciale de péage, du là-bas. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Vous avez entendu la polémique lancée par certains communicateurs, notamment de l'UDPS au niveau de Kinshasa. Quelle est la version des faits de la province? En fait, d'abord, il faut noter ici que la communication faite par ces gens-là ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la priorité du développement, qui est le développement de notre province. Exact. Ces gens-là, nous avons fait chemin avec eux depuis le début de cette législature, depuis le début du pouvoir de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. C'est-à-dire quoi? Les détracteurs seront toujours là. Ils prendront toujours un tableau noir sur la gestion de l'autorité s'ils ne se retrouvent pas. Moi, je les ai qualifiés dernièrement de terroristes. Terroristes? Oui, des terroristes médiatiques. C'est une forme... parce que le travail qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas quelque chose de légal. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit de... Ils ont les droits... de demander des clarifications sur les zones d'ombre? Ils ont les droits, mais regardez la manière dont ils sont en train de le faire. C'est-à-dire quoi? Vous allez peut-être rencontrer des autorités, mais Alain, je sais que vous avez la possibilité de le faire. Vous allez demander à beaucoup d'autorités, que ce soit au municipal ou au niveau national. Vous allez voir qu'ils vous appellent, ils vous disent, madame ou monsieur, nous avons des éléments sur votre façon de gérer. Ozolia Yomoko. Ah, nous pensons que... c'est du chantage donc? Du chantage, comme vous le dites. Voyez. Et si vous les résistez, ils commencent à vous attaquer comme ça sur les réseaux. Moi, j'attends ici, voyons où est-ce que ça va nous amener. Parce qu'ils prétendent communiquer pour les chefs de l'État. Ils pensent qu'ils sont mieux informés que les chefs de l'État sur toutes les choses. Moi, je connais que le chef de l'État est la personne la mieux informée dans ces pays. Quand ils font ça, ils attendent qu'on va les appeler que non, comme la Lingala on dit, Tchanase, les Kamwaboye, Zouamwaboye. Non. Madame la gouverneure sert la population du là-bas. Et tous les gouvernements provinciaux servent, parce qu'on ne va pas seulement l'attaquer elle, on ne l'attaque pas seulement elle, on attaque aussi des ministres, on attaque des gestionnaires des entités, on attaque, c'est comme ça, cette méthode-là. C'est après avoir échoué des négociations téléphoniques ou en présentiel, quand ils viennent, ils font, non, chef de l'État, c'est ce qui est en train de se passer. Donc il n'y a rien que les gens doivent voir par rapport à ça. Vous voulez nous dire ici que dans le fond, rien n'est vrai dans ce qui est affirmé. En tout cas, si c'était vrai, tout le monde le saurait. Bon, comme ils disent que c'est faux, autant qu'ils aillent au parquet, je ne sais pas dans quelle institution Non, parce que nous avons l'Assemblée ici. On ne va pas aller au parquet. Avons, comme vous êtes là, vous allez nous clarifier. Je vous clarifie en vous disant que, d'abord, parce que moi j'aime bien comparer les choses. S'ils disent que rien n'est fait, c'est-à-dire on n'a pas la capacité de mobiliser, on n'a pas non plus la capacité de dépenser. Mais s'ils disent qu'on a mobilisé et que l'on voit que nous sommes en train de construire comme jamais auparavant, et les chiffres sont là, l'Assemblée est là, il fait son travail, l'IGF est là. Écoutez, l'IGF est là, les chiffres existent, M. Alain. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas dire ici que non, les chiffres n'existent pas. Non, les chiffres pour aujourd'hui, vous avez dit, vous allez venir avec prochainement. Oui, prochainement, on viendra avec des chiffres. Okay. Les chiffres sont là. Les bâtisses que nous sommes en train de construire sont également là. Donc, vous pouvez comprendre à partir de là que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Et regardez, ce n'est que de la haine. C'est un acharnement. Parce que, je vous dis cette expression,
Ozolia Yomoko. To Ozolia na famille na yo. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais moi ici, je ne suis pas de la famille de Masuka. Mais vous bouffez. Je travaille avec Masuka. Pour être tout celui qui travaille avec Masuka, mais on ne peut pas empêcher les gens. Permettez, on va éviter de faire... de réagir comme eux le font, on va aller dans les fonds. Parce qu'ils affirment quand même des choses assez graves. Et nous, en tant que presse, on doit savoir où se cache la vérité. J'ai parlé ici du cas de la société de péage du Lualaba. On dit de là que Mme Fifi a placé les membres de sa famille pour la gérer, notamment M. Jeffrey. À l'origine, cette société qui a été créée pour percevoir les péages au nom de la province, les membres du gouvernement qui devraient en faire partie comme membre de gestion de cette entreprise, c'est notamment le ministre provincial des infrastructures et le ministre des Finances. Sauf que M. Jeffrey qui est là, on pourrait dire, d'accord, s'il est membre du gouvernement, au titre de représentant du ministre des infrastructures, on pourrait comprendre. Sauf qu'il n'est pas ministre des infrastructures. Il est ministre des Transports et vous savez que pour quelle raison est dans je le vous laisse domaine. répondre. Je vous pose juste la question parce que ceux qui nous regardent ont besoin d'avoir une réponse claire pour comprendre en quoi est-ce que ceux qui l'affirment ont tort ou mentent. Donc, M. Jeffrey, ministre des Transports, alors que les textes qui ont créé cette société de péage prévoyaient que le membre du gouvernement qui doivent représenter la province dans cette structure soit le ministre des Infrastructures et celui des Finances. Comment est-ce que M. Jeffrey se retrouve là-dedans? Je voudrais d'abord vous rassurer ici que moi, je ne vois pas M. Jeffrey travailler au péage. Il est ministre des Transports. Je le connais comme ministre des Transports. Et son nom apparaît comment? Est-ce que d'abord son nom apparaît là-dedans? Si bon, oui, c'est ce que vous m'apportez ici comme information dans votre question. Mais c'est une question que je vous pose. Vous nous confirmez ou pas? C'est vous qui êtes à mon niveau, à moi, l'attaché de presse de la gouvernement. Écoutez, je connais ceci, sur les dossiers. Je connais que celui qui gère les péages au niveau de la province, il y a un comité qui a été créé pour gérer les péages. Voilà. Ce comité-là, d'abord, les péages, il faut noter d'abord, c'est une entreprise dont j'étais le nom, qui a créé les péages et il devait commencer à récupérer ses moyens. L'entreprise, c'est Chemaf. C'est Chemaf. Qui a construit la route. La route et devait commencer à percevoir l'argent pour faire quoi? Pour récupérer ses moyens dépensés. Ouais. Mais dans cet argent, il y avait une partie qui revenait au gouvernement provincial et le gouvernement provincial devait se faire représenter dans les comités de gestion de cette entreprise-là. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que M. Jeffrey se retrouve dans ce comité de l'entreprise? Non, moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu M. Jeffrey au péage. Donc, vous je connais que Mme Carole travaille au péage. C'est ce que je connais. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que je connais que Mme Carole est au péage. Et de la bouche de ceux-là qui sont en train de faire spéculer ces informations, ils ont parlé aussi, ils parlent souvent de Madame Carole. Oui. Et donc, pour moi, je ne voudrais pas entrer dans une information qui n'est pas exacte. Je donne les faits qui sont exacts. Vous êtes la source, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Très bien. Si on avait posé la question à un cuit-dame dans la rue, on pourrait dire qu'on fait circuler des faits. Oui. Mais vous êtes la bonne source. Oui, la bonne source, la bouche même autorisée. Exact. Je vous dis ici que si M. Jeffrey peut intervenir dans les services de péage, c'est par le fait qu'il est ministre des Transports. Ici en province, et que le péage a un lien avec les transports, j'imagine que ça puisse être comme ça. Mais pas ce qu'ils sont en train de dire là, c'est qui n'est pas exact. C'est pourquoi je ne sais pas discuter vraiment sur ce sujet, parce que ce qu'ils disent là, je ne sais pas d'où ils tirent des informations. Non, on a eu votre version des faits, c'est le plus important. C'est le plus important, voilà. Au niveau de la province du Lualaba, il y a une dizaine de points de péage gérés par la province, donc par SOPEL, la société de péage du Lualaba. Et donc, pour quelles raisons pourriez-vous nous dire, dans le budget de la province du Lualaba, seulement 2 points de péage sont repris dans le budget? Où est censé partir l'argent des autres points de péage? J'étais en train de vouloir vous dire ici que les péages, qui sont les points de péage, parce que les péages, c'est ça l'entreprise, les points de péage qui sont répertoriés dans le budget, je ne connais pas les nombres. Ici, s'il faut que je regarde. En tout cas, moi, je vérifie pour vous, il n'y en a que 2. Ah oui, parce que c'est vous qui avez préparé l'émission. Hein. Vous avez préparé qu'il y en a que des. Il peut y avoir d'autres raisons. J'évoque les raisons qui pourraient faire que nous ne puissions pas déclarer les tout. Il peut y avoir des péages. Parce que quand on crée un péage, un point de péage, c'est pour des raisons, par exemple, de limiter la fuite, d'éviter
la fuite des fonds. Parce que les chauffeurs sont aussi malins. Ils sont en train de faire... Là, pas les petits péages, ils prennent une autre tournure pour éviter les points. C'est comme ça qu'on met des barrières. Il y a des barrières et des points de péage. Il ne faut pas confondre les barrières et les points de péage. Il y a des barrières là où on arrête des chauffeurs pour leur dire que non, vous voulez passer avec cette matière. Parce que vous avez déjà dépassé les péages, vous devez payer les péages à partir d'ici. Peut-être que ça retient seulement pour l'aider là. Parce que sinon, on aurait des péages sur toute la ville. Vous voyez, il y a des barrières et des péages. Il ne faut pas confondre les points de péage et les... Mais ça ne répond pas à ma question. Et des barrières. Je vous dis, moi j'ai lu le budget de 2026 aussi. Le budget qui prévoit les points où l'argent de la province va être récolté, pour ce qui concerne les points de péage, il n'y en a que 2. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la province n'a pas que 2 points de péage. S'il n'y a pas que 2... S'il n'y a pas que 2... Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas que 2 points de péage. Donc vous nous confirmez qu'il n'y a que 2 points de péage. Il n'y a que 2 points de péage. Ce qui est écrit, c'est ce qui est normal, ce qui est logique. Mais je viens de vous dire ici qu'au-delà des points de péage, il y a des barrières qu'on installe sur la ville pour éviter que les chauffeurs puissent contourner les péages. C'est l'information que moi j'ai. Parce qu'il y a vous savez qu'il y a des barrières à différents endroits ici sur la ville pour que les chauffeurs ne puissent pas fuir les points de péage. Parce que quand ils voient que non, par exemple, à tel niveau, du côté de passer Moussampo, il y a un péage, ils commencent à entrer à partir de là pour... Vous nous éloignez. Donc vous êtes en train de nous dire ce soir que la province du Lualaba n'a que 2 points de péage, notamment les péages d'Enzilo et les péages de la route de contournement ouest. Parce que c'est les 2 points qui sont repris dans le budget. Ah oui, vous voulez il y a quel autre point de péage que vous connaissez? Ah, il n'y a pas d'autres points de péage à part ces 2-là. Monsieur Alain, c'est une question en fait. Moi, j'ai vérifié la ma réponse a déjà été donnée, je pense que vous l'avez déjà entendu. Il n'y a que 2 points de péage. C'est bien noté. On voudrait, pour finir avec les péages, un dernier point. Le taux renseigné dans le budget des récoltes de péage. Vous aimez le budget. Prochainement, je viendrai vraiment avec le budget. Mais c'est une émission sur le bilan de la gestion de la province. Je viendrai avec le budget prochainement. Qu'est-ce que vous espériez que j'allais vous poser comme question en parlant du bilan? Parce que non, ça ne me gêne pas. Allez-y, ça ne me gêne pas. J'ai compris seulement que vous aimez le budget. J'aime être concret et direct dans mes questions. Donc, le budget prévoit pour ces points de péage un taux de récolte de $45 par camion. Alors qu'en réalité, on a reçu, même les reçus des camionneurs, ce n'est pas moins de $100 par camion. Comment expliquez-vous que dans le budget, on puisse minorer autant le taux de péage? En tout cas, de plus de 50%. Monsieur Alain, je promets de revenir ici avec des factures, des péages, pour que nous puissions comparer ça ensemble. Les auditeurs, je ne voudrais pas spéculer. Et les téléspectateurs reprennent à témoin. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas qu'on spécule. Ça ne serait pas vraiment digne pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. Très bien. On va clôturer ce chapitre-là en retenant que vous nous promettez de revenir. Parlons à présent du sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui était un bon sujet quand même pour cette semaine, l'inauguration du nouveau cathédrale de Kolwezi. On le voit ici, hein, c'est un bijou bien réalisé pour l'église catholique du Lualaba, église catholique de Kolwezi. Parmi ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre, il y a évidemment Madame la gouverneure et toute sa famille. Il y a également le gouvernement provincial du Lualaba. Vous confirmez? Oui, je confirme cela. Vous confirmez cela? Je confirme parce que je l'ai entendu de la bouche de l'évêque lui-même. De l'évêque lui-même. Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette construction. J'ai même entendu des gens dire que quelqu'un a commenté, parce que j'avais posté un jour sur ma page la photo du nouveau cathédrale. J'ai entendu quelqu'un dire que non, on imakuta yetu shiba Kristo yanani. Mais j'ai entendu de la bouche de l'évêque dire que kama barika makuta yabo batafute kule barieka mais il est banaenga nayo cathédrale ni à gouvernement provincial, et il va même citer nommément les personnes qui ont contribué directement à ça. Parce que pour moi, là, la polémique est finie. La polémique est finie. La polémique est finie. Mais au contraire, c'est une autre polémique qui s'ouvre. Parce que si le gouvernement provincial a contribué à la construction de cet édifice, c'est que le gouvernement a tiré cet argent quelque part. Ah oui, et le gouvernement ne peut faire aucune dépense qui n'a été prévue par le budget. Ah, vous aimez beaucoup le budget. Dans le budget, il n'y en a pas. C'est la gestion publique. C'est la gestion publique. C'est la gestion publique. Quelle ligne budgétaire prévoyait la construction de la cathédrale de l'Église catholique?
Et si cette ligne existe, c'est encore un autre problème parce que l'État congolais est censé être laïque. Si vous prévoyez de construire une église pour les catholiques, quand est-ce que vous allez les faire pour les kimbanguistes, pour les musulmans, et pour les branamistes, etc. En tout cas, M. Alain, moi je pense que je suis convaincu qu'il est dans les budgets. Ah. Ces dépenses sont dans les budgets et ce n'est pas seulement pour l'église catholique. Ah. Et donc, nous allons vous revenir encore ici. Les kimbanguistes vont avoir aussi leur église. Je ne cite pas une Les confession. musulmans vont avoir leur mosquée de même standing. Je vous dis peut-être que... Parce que quand on était en train de construire ça, personne n'avait compris qu'on était en train déjà de construire pour eux. Ok. Par le gouvernement. Et quand c'est sorti, les gens ont vu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet surprise. Okay. Et je pense que nous allons revenir ici avec vous pour discuter d'une église, d'une confession religieuse ou, voyons même pour les kimbanguistes ou les autres que vous avez cités. Parce que tous, nous avons cette culture-là. Vous savez que je n'ai pas entendu un seul politicien congolais dire qu'il ne prie pas. Oui, tout le monde prie. Mais sauf qu'ici, on est dans la bonne gouvernance. Dans la bonne gouvernance. On ne peut pas dépenser l'argent de l'État sans que cela ait été prévu. Soyez rassurés que quand ça touche les religions dans un pays laïque. Ça a été repris dans les budgets et les autres dépenses qui sont en train d'être faites sont répertoriées dans les budgets. Je suis curieux de savoir dans quelle ligne budgétaire, mais vous nous promettez que prochainement vous viendrez. Nous allons y revenir. Ce sera avec plaisir qu'on entendra cela. Voilà. Mais l'église ici, comme vous pouvez le remarquer, c'est quelque chose de très réunificateur. Ok. Et de symbolique pour notre ville. Il va apporter beaucoup sur la beauté de notre ville, mais également sur ce que nous pouvons appeler ici la réunification de tout un peuple. Le peuple a besoin, nous avons besoin de la paix. C'est comme ça qu'on a nommé ça même Marie Notre-Dame de la Paix. C'est désormais cette appellation qui portera ces lieux symboliques de Colosie, parce que ceux qui ont grandi ici avec moi à Colosie, ils savent que Mariapolis, c'est vraiment un lieu symbolique ici à Colosie, et les images aujourd'hui peuvent parler que quelque chose de bien a été fait à ce niveau-là. Vous n'avez pas peur de la réaction de membres du parti présidentiel, l'UDPS, eux qui sont en froid avec l'Église catholique dont les évêques sont quotidiennement insultés par les membres et les communicateurs, même les hauts gradés de ce parti. Je ne citerai pas le président intérimaire de ce parti, Augustin Kabouya, qui régulièrement, dans ses meetings, invective les évêques. Vous n'avez pas peur que Mme Fifi se retrouve au milieu de ces feux-là pour avoir construit une église catholique? Je vous fais savoir ici qu'ils ont un problème avec des individus de l'église catholique. Si c'est un individu de l'église catholique qui ne supporte pas le régime actuel dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Senco, ce n'est pas un individu. Hein? Je dis ici, ce n'est pas toujours le point de vue de la Senco. Parfois, c'est le point de vue d'un individu. Parce que moi, je connais des grands hommes catholiques qui soutiennent le régime actuel. Vous n'allez pas me dire que l'évêque, je ne sais pas si c'est de Mboujima Yukananga, qui fait souvent des éloges au président de la République, lui aussi... C'est un abbé. C'est un abbé, voilà. Abbé Blaise Kanda. Abbé Blaise Kanda. Vous n'allez pas me dire que son point de vue là, on peut généraliser ça pour toute l'église catholique. Le point de vue de l'église catholique est exprimé par la Sénico. La Sénico est quotidiennement insultée par l'UDPS. Je répète ma question. Madame Fifi n'a-t-elle pas peur de se retrouver ciblée pour soutien à l'église catholique? Cela n'apporterait pas grand-chose dans notre évolution. Parce que Mme Fifi Masuka Saini est connue comme fidèle catholique depuis le bas âge. Okay. Et ce n'est pas la première action que Mme Fifi Masuka Saini pose en faveur de l'église catholique. Même quand le président de la République était en train de signer les accords avec Fifi Masuka Saini pour qu'ils travaillent ensemble, il savait que Mme Fifi Masuka Saini est fidèle des catholiques. Elle n'a jamais caché cela. Et chaque dimanche, elle est chez les catholiques pour prier. Même les membres de la famille du président de la République sont catholiques. On ne va pas me dire que non. On voit, parce qu'il y a le point de vue de la Sénico, tous les membres de la famille du président de la République vont quitter l'église catholique. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Donc ça ne nous fait pas peur d'entrer en conflit avec ceux qui peuvent parler ceci ou cela. C'est leur combat avec l'église catholique. Pour terminer sur la cathédrale de l'église catholique, les propos de l'évêque ont fait polémique. Vous, comment vous les avez appréciés? Est-ce que vous avez trouvé normal qu'ils pointent du doigt les fidèles de cette église en leur disant que ne pensez pas qu'on a utilisé un seul dollar de vos contributions pour sa construction, sur le ton qu'il a utilisé devant les invités venus à travers la République?
à travers même le monde. Hein. Oui. Vous ne direz pas mal si vous dites ça. Je voudrais dire ici que là-bas, Quelle a été la réaction de Mme Fifi en tant que fidèle catholique elle-même? Cette réaction, sa réaction, je ne connais pas, sincèrement parlant, parce que ce n'est pas une affaire de l'État. C'est une affaire de l'État, il y a l'argent de l'État là-dedans. Je suis informé, non, par rapport aux propos de l'évêque. Ben oui. Les propos de l'évêque. Ça a été tenu dans un bâtiment construit avec l'argent de l'État. J'y arrive. J'étais en train de dire ici que l'évêque, c'est lui le père de ses enfants qui sont dans l'église là-bas. Ce qu'il était en train de dire, il savait pourquoi il le disait. Et pour moi, j'imagine très mal commencer à dire ici que l'évêque a mal parlé ou il a bien parlé. Moi, j'ai noté tout simplement que l'évêque a éclairci l'opinion sur cette question parce que je vous ai dit tout à l'heure même ici qu'il y avait des polémiques autour de la construction de cette église. Et donc, si l'évêque a pris la décision, parce que ce n'est pas la première fois que je les vois parler comme ça. J'avais assisté encore une fois à Kanzenze, à une messe qu'il avait célébrée. Il avait parlé encore quelque chose avec un ton ferme. Apparemment, parce que moi je ne suis pas de l'église catholique, je suppose que les fidèles de l'église catholique connaissent les manières d'agir de leur père. Très bien. Je suppose, comme vous venez de le dire, vous n'êtes pas de l'église catholique, vous espérez que le gouvernement provincial va construire pour votre ma confession religieuse aussi. Un temple à la hauteur de celui construit pour l'église catholique. Voilà. On va changer de chapitre. Restons quand même dans la province du Lualaba. On a vu parmi les invités pour l'inauguration de la cathédrale, le ministre national de la communication, Patrick Mouyaya, qui est venu et qui a lancé la campagne de vulgarisation des accords de Washington. Pour quelles raisons et comment est-ce que ça va se passer? Très bien. La campagne de vulgarisation de l'accord que j'ai d'ailleurs avec moi ici, c'est pour faire connaître à la population ce qu'il y a à l'intérieur ou bien ce qui contiennent les accords de Washington. Pourquoi le faire? Parce qu'il y a eu une fausse campagne, une désinformation sur ces accords-là. Vous savez très bien que dans notre pays, avec la démocratie que nous utilisons abusivement, beaucoup de gens ont dit des choses qui ne sont pas correctes. Ils ont changé le contenu, ils ont fait croire aux gens que ces accords ont été signés pour favoriser Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir, de se faire de l'argent avec les mines des Congolais, ou encore de brader nos minerais. Qu'est-ce qu'on a dit sur cet accord qui ne se trouve pas dans ces documents? Par exemple, ce que je suis en train de vous dire, si vous lisez cet accord, nulle part, vous allez voir qu'on va donner de l'argent au président de la République. Parce qu'on a fait croire aux gens que le président de la République est parti brader nos minerais, c'est lui qui va s'enrichir. Oui, mais là, excusez-moi du terme, vous caricaturez un peu les critiques de ceux qui s'opposent à cet accord. Cet accord, le président de la République, il a été très clair. Au départ, quand on est parti aux États-Unis, c'était d'échanger nos minéraux contre la sécurité. La sécurité de la République démocratique du Congo, mais on ne va pas s'empêcher de dire que c'est la sécurité aussi du régime Tshisekedi. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que, laissez-moi poser la question. Cet accord, quand on le rend public, le premier pays qui a rendu public cet accord, ce sont les États-Unis et pas la RDC. La RDC est venue de cette vulgarisation. Vous comprenez que ça a été signé depuis, en tout cas, ratifié par le président de la République. Le 27 juin 2025. C'est depuis juin que ça a été signé, mais signé par le président de la République en décembre 2025. Nous sommes au mois de février, on commence à faire la propagande, excusez-moi, la propagande, la vulgarisation. Vulgarisation, c'est une propagande aussi, oui. À travers la République, bon, propagande, ça fait un peu péjoratif. Donc, il y a eu un temps. Ceux qui ont été les premiers à dire ce qui est dans cet accord, ce sont les Américains. Les Américains. Voilà. Maintenant, la question ici, de ceux qui critiquent, c'est qu'on va échanger quel minerai pour donner ça aux Américains, étant donné que la majorité, là je parle de Moïse Katumbi qui a été très clair dans ce propos, la majorité des mines, en tout cas celles qui sont connues, sont déjà vendues, notamment en grande majorité, aux Chinois. Les Américains viendront prendre quoi? Dernièrement, cette semaine d'ailleurs,
on a proposé sur la liste des mines qui sont entre les mains des M23. Est-ce réaliste? Je voudrais ici vous rassurer que ce qui est d'abord entre les mains des M23 seront récupérés pour les quotas de la République, parce que les M23 n'ont pas droit de gérer nos mines. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du banditisme. Je ne sais pas comment est-ce que je vais qualifier ça. C'est une rébellion, nous le savons tous. Il faut noter ici que chaque pays a sa politique pour communiquer de sa politique. Permettez un peu cette tautologie. C'est-à-dire, les États-Unis ont décidé, par exemple, les mêmes jours qu'on signe l'accord, et ils publient ça. Il faut d'abord noter ici que je suis à cheval entre les accords et l'accord, parce que ce bouquin contient 3 accords. Oui, exactement. Oui. Il y a l'accord RDC-Rwanda, l'accord RDC États-Unis, USA sur les mines, et ce que nous appelons ici aussi l'accord sur la sécurité. C'est comme ça que je parle parfois des accords au pluriel, ou je parle encore de l'accord au singulier. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il était en train de signer cet accord, il voudrait se rassurer de certaines choses. Et il fallait que ça arrive pour qu'il puisse dire que non, voici ce que nous sommes en train de faire. Parce que, pourquoi, vous allez peut-être me poser la question, pourquoi il n'a pas communiqué avant? Parce que cet accord ici contient des secrets d'État sur la situation sécuritaire. Et en matière sécuritaire, on ne communique pas de tout. Donc les États-Unis ont violé les secrets d'État de la RDC en publiant l'intégralité de cet accord avant la RDC. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que dans ce que les États-Unis ont publié, mais ils n'ont pas parlé de ça dans les moindres détails, comme nous sommes en train de le faire. Nous, on va le faire même avec les femmes du marché. On va leur informer. Parlons-en. On va y aller très vite si vous m'aidez à répondre rapidement aux questions. D'abord sur la forme. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut que le gouvernement puisse informer la population? Cet accord ne devra-t-il pas d'abord être exposé auprès des élus du peuple qui devraient avoir le temps de l'analyser, de l'amender si besoin, avant que l'on vienne l'exposer à la population? Ici, je vais parler de mon point de vue à moi. Oui. Je vais sortir de la casquette de l'attaché de presse de Madame la gouverneure. Ce pays est infiltré. Ah, même à l'Assemblée nationale. Mais je vous dis, oui, Mangachou, tu étais qui? Donc maintenant, venir exposer ça devant la population dans une salle à Kolwezi, là on évite les infiltrés. On va le faire à travers les pays. On va le faire à travers tous les pays. Est-ce que c'est logique ce que vous dites? Je suis en train de vous dire ce que... Non, je parle ici de la politique. Bien sûr, c'est politique. Je parle de la politique. Vous dites l'Assemblée nationale est infiltrée, c'est pour ça que le gouvernement... Vous ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je vous dis le pays est infiltré. Okay. Vous dites l'Assemblée est infiltrée. Nous disons des choses différentes. Ma question concernait l'Assemblée nationale. Oui, je suis en train de vous dire, de vous répondre aussi. Et pour moi... J'imagine que le gouvernement a sa stratégie, a compris une chose. Peut-être que moi et vous, on ne sait pas comprendre jusqu'à l'heure. Mais il y a des lois dans ce pays. Et les lois... C'est exactement ces lois-là qui... Nous allons discuter des lois aussi de ces pays, comment elles fonctionnent et comment ils ont des difficultés. Nous allons en parler. Mais moi, je m'en tiens ici au fait que le gouvernement a déjà rendu public ces accords. Et ces accords sont accessibles à tout le monde. Y compris les élus. Oui. Maintenant, les élus vont les amender comment? Dans la rue? Monsieur, c'est une institution de la République. L'Assemblée... Lorsque le président de la République a signé cet accord, le président de l'Assemblée nationale était à Washington. Et il a promis que cet accord sera discuté à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, là, on est en train de vulgariser cette version ici. Est-ce la version déjà amendée par l'Assemblée nationale ou pas? C'est comme ça que j'étais en train de vous parler de mon point de vue en vous disant que j'imagine que pour des raisons de sécurité, il y a une politique qui a été choisie pour faire... Des secrets? Oui, des secrets, oui. Parce que, écoutez, plusieurs fois nous avons vu des opérations, des grandes opérations de la République pour se défendre, par exemple, contre l'agression rwandaise, échouer parce que tout simplement, les choses ont été discutées sur les lieux publics. Et c'est pour ça que je me donne le droit de réserve, en tant que citoyen, d'imaginer que la République pourrait avoir raison de prendre une nouvelle méthode d'agir pour sécuriser la République. Cette nouvelle méthode consiste à ne pas exposer le dossier auprès des gens qui sont outillés pour analyser et venir exposer ces dossiers auprès de la population qui, dans la majorité, n'a pas été à l'école. Je n'imagine pas un seul instant que l'Assemblée provinciale
Et l'Assemblée nationale ne sait pas ce qui est contenu dans ces... Ben, ne sait pas de manière officielle, parce qu'elle n'a pas discuté de ça. Nos amis avec qui nous avons signé cet accord, le Rwanda, et même les États-Unis, le Congrès a discuté de cet accord. Le Rwanda, l'Assemblée nationale a discuté de cet accord. Seule la RDC n'a pas fait confiance à ses élus. Monsieur Alain, vous étant journaliste, je vous promets que monsieur Patrick Mouyaye a promis de tenir un point de presse avec la presse congolaise sur cet accord. On est curieux de savoir ce qu'il va dire à propos de cette question-là. Voilà, voilà ma réponse. On est curieux. On va passer très rapidement aux 20 ans de la Constitution, mais avant cela, très rapidement, sur cet accord d'abord. En un mot, soyez très bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que prévoit cet accord par rapport au Rwanda? L'accord prévoit par rapport au Rwanda que le Rwanda la cogestion de nos minéraux, de nos richesses. On ne parle pas de la cogestion, on parle plutôt du retrait des forces armées rwandaises de notre sol, c'est-à-dire mettre fin au soutien que le Rwanda apporte au M23, du côté gouvernement, la responsabilité du gouvernement est celui de démanteler les FDLR s'ils sont dans notre pays. S'ils sont, c'est écrit dans l'accord, s'ils sont. Non, ce n'est pas s'ils sont dans notre pays. Parce que je voudrais vous dire que l'accord, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup de choses que le gouvernement a accepté de faire, mais cependant, ces choses-là ne sont pas palpable dans notre pays. C'est politique. Pourquoi c'est politique? C'est politique. Pourquoi je vous dis que c'est politique? Parce que nous savons, vous et moi, qu'il n'y a aucun dégât que les FDLR ont causé au Rwanda depuis notre pays. Mais le Rwanda a affirmé là-bas que non, il y a des FDLR qui sont en RDC. Et pourquoi on a signé ça, ils ont des dispositifs militaires dans notre pays. Pourquoi on a signé ça? Non, j'ai expliqué ça comment. C'est-à-dire, le Rwanda a beaucoup compté sur les mensonges depuis toutes ces années. Pour que cela soit vérifié, aujourd'hui, aux yeux des États-Unis d'Amérique et aux yeux de toute la communauté internationale, on va vérifier si au Congo, il y a des FDLR. C'est comme ça que la RDC a accepté. Vous n'avez pas peur que les Américains jouent un double jeu dans cette histoire entre nous et le Rwanda? Je vous donne un exemple simple. Le Rwanda fait des recettes énormes en ce qui concerne le tourisme. Plus de 700 millions de dollars l'an. Et la majorité des touristes, vous savez, ils viennent d'où? Des États-Unis. Des États-Unis d'Amérique. Ils viennent donner de l'argent au Rwanda. Le Rwanda va sponsoriser 2 grandes équipes de football et de basket aux États-Unis de Donald Trump. Pourtant, nous, en ce moment précis, Donald Trump lui-même en personne et M. Boulos promettaient avec, on va dire, une insistance, des sanctions contre Paul Kagame qui a récemment dit qu'il s'en foutait des sanctions américaines. Vous ne pensez pas que les Américains nous jouent un double jeu? En fait, nous avons raison de penser comme ça, un seul instant, parce que nous sommes libres de réfléchir autour de ce que nous sommes en train de faire avec eux. Mais cependant, nous sommes en train de voir ce qui sont en train de tomber déjà comme résultat de cet accord. Quel résultat? Ah oui, j'ai remarqué, vous avez remarqué avec moi dernièrement que le M23 était obligé de se retirer d'Uvira. Chose qui ne pourrait pas se faire si jamais les États-Unis ne les faisaient pas pression. Aujourd'hui, là, vous savez avec moi que non, Goma, l'aéroport de Goma a reçu déjà un premier vol depuis sa fermeture au mois de janvier. Vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, là, personne ne peut dire que les M23 sont dans la posture qu'ils avaient avant. Ils ne sont pas dans la position de force. Ils ne sont plus dans la position de force. Aujourd'hui, ils sont en position de force. Ils ne jurent que sur... Non, il ne faut pas seulement comparer les FARDC au M23. Parce que nous sommes sur beaucoup de fronts. Nous avons été aussi sur le front diplomatique. Et c'est ce front diplomatique qui a donné ces résultats-là. Très bien. C'est aussi important. Très bien. On a noté, en tout cas pour ce que la majorité de ceux qui nous regardent doivent retenir sur ces accords, c'est que ça a permis de stopper l'avancée du M23, le retrait du M23 de la ville d'Uvira. Évidemment, on a compris aussi qu'il faut qu'on reste prudent avec les Américains si on reste Oui, bon, en fait, on vérifie, sinon ils n'auront plus droit au minerai, je l'ai dit. Exactement. Oui. Pour finir, le dernier point de ce soir, en tout cas pour Politico, la Constitution a 20 ans. Quel bilan faites-vous de cette Constitution? Et est-ce que, comme la plupart des gens de l'Union sacrée, vous soutenez qu'il faut changer cette Constitution? Pour moi, en tout cas, la Constitution a des insuffisances. C'est vrai que ça nous a servi d'organiser au moins 4 cycles électoraux.
c'est sur base de cette constitution, mais il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui manquent. Comme Il y a... un exemple? Bon, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il n'y a pas de contraintes dans certaines matières, tout comme dans certaines d'autres. Regardez par exemple, la province doit recevoir 40% de ses recettes, doit retenir ça à la source. Ouais. Mais il n'y a aucune contrainte constitutionnelle si Kinshasa ne cède pas. Oui, mais qu'est-ce que la Constitution devrait dire pour que Kinshasa cède? Voilà. Donc la Constitution doit connaître, doit nous dire quelque chose de manière claire. La Constitution est claire, elle a dit retenir à la source. Quel français il faut changer là-dedans pour que la retenue soit faite? Ça, ce n'est pas le français qu'on doit changer. On doit mettre une disposition que si vous amenez cet argent à Kinshasa, ne réclamez pas ça. Ne réclamez pas ça. Oui, par exemple, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qui arrivera à celui qui bloque. Parce que ce n'est pas seulement sous ce régime ici, même sous Kabila. Kabila est parti avec beaucoup de dettes de mois et de mois de provinces qui n'avaient pas payé, qui n'avaient pas rétrocédé. Oui. Mais là, comment on va... Actuellement encore, je parle vraiment en tant que Congolais. Hein. Oui. Actuellement encore, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être faites, qui ne sont pas faites parce qu'on n'a pas 40%. Et la Constitution reste muette sur ce point-là. Il y a un autre point. Donc on doit comprendre que certains chantiers qui tardent au là-bas, c'est à cause des 40%. Mais si nous avions cet argent, ce chantier-là terminerait. Okay. Et il y a encore le point, par exemple, du mandat du chef de l'État. On le limite à D. Pourquoi on le limite à D? La Constitution, est-ce qu'elle nous dit pourquoi elle limite ça à D? Parce que la population, la Constitution consacre le peuple comme souverain. On estime que si quelqu'un est souverain, c'est-à-dire il est mature pour se décider qui doit les gérer. C'est donc ça la principale motivation de ce changement? Non, c'est pas ça. Parce que les gens abordent ça dans le sens que non, il faut moutoua ou mais là, à ça la mingi pose. Non, mais nous devons nous dire la vérité. Pourquoi on nous empêche de bénéficier d'un leadership, par exemple? Éternel. Tout simplement, oui, pas éternel. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Parce qu'on dit que vous devez garder le pouvoir pendant... Pourquoi quand Kabila était au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas voulu lui permettre aussi cette possibilité-là? En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi. Ouais, vous ne savez pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, c'était reproché d'être taillé sur mesure. Vous le savez, ce n'est pas il faut que quelque chose que vous entendez aujourd'hui. Et donc, la Constitution ici doit vraiment subir des modifications. Monsieur Marcel Okito, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je remercie beaucoup ceux qui vont nous suivre. Je pense que nous aurons le temps. Je promets ici de revenir le plus vite possible pour que nous puissions déchiffrer, parce que je vous ai laissé avec l'envie des chiffres. Okay. Il va falloir que nous puissions vraiment en parler pour que nous puissions rassurer nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci beaucoup vraiment au gouvernement provincial et à vous-même d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Nous avons toujours cherché qui pouvait répondre à nos questions. Vous êtes là, c'est une joie pour nous. Nous sommes toujours et là. Je suppose que c'est une joie aussi pour le Lualabé qui ont eu quelques réponses à leurs questions, mais vous promettez de revenir avec plus de détails prochainement. Ce plateau reste disponible. La Politico de ce soir est fini. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end. À voir et revoir où et quand vous voulez sur l'application du groupe Canal+. Moi, je vous dis à bientôt.